Merci, mon colonel, de répondre à notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau spécial dénommé le dossier de la semaine. Et vous le savez, comme l'engagement patriotique vous a amené le 5 septembre à sauver la patrie du chaos. Cet engagement, vous l'avez fait sous le sceau du patriotisme. Et vous étiez tous au sein de ce qu'on a appelé le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD, des forces de défense et de sécurité, des fils du terroir qui ont pensé et qui ont répondu à l'appel du peuple. L'une des premières actions après le 5 septembre 2021, c'est d'abord aller à l'écoute de la population. Et ce soir, nous allons vous proposer juste quelques extraits des avis de ces populations. C'était lors des concertations nationales. Sur ce plateau, vous avez la présence de Aminata Sangaré de la télévision nationale, Mfali Guilavogui de Évasion TV, avec la présence des acteurs de la société civile et les futurs aussi cadres du pays, des étudiants des différentes institutions d'enseignement supérieur qui ont tenu à être à nos côtés pour savoir ce que le CNRD a posé comme jalon depuis le 5 septembre. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Le dossier de la semaine, un espace d'expression, mais aussi d'échange des autorités avec la population. Car aujourd'hui, nous nous trouvons avec une constitution perturbée. Grâce à vous, aujourd'hui, nous nous sentons fiers et nous sommes contents de votre arrivée. À cet effet, si les institutions internationales qualifient votre action d'un coup d'État, nous, à notre tour, nous vous disons que vous êtes en train d'accomplir une mission régalienne de l'État et que vous êtes en train de sauver l'État. Donc, je ne saurais sortir de cette salle sans m'allonger pour vous dire que nous sommes avec vous et nous vous soutenons dans votre action et nous soutenons l'action du CNRD. Je vous dis merci et je vous dis que les attentes sont immenses. Les défis sont grands. Je prie que Dieu vous donne la force nécessaire pour porter tout cet espoir placé en vous et qu'il guide vos pas qui restent encore fragiles parce que le pouvoir est dangereux. Vraiment que Dieu vous protège et qu'il guide vos pas. Voilà un nouveau départ. Il y a eu plusieurs fois des Moïse dans ce pays. Nous n'avons pas manqué de Moïse. Vous êtes aujourd'hui un Moïse. Mais combien de Moïse ont pu mener le peuple de Guinée vers la terre promise? Jamais nous n'avons encore atteint la terre promise. Cette fois-ci, faites attention à ceux-là qui vont vous dévoyer de votre mission, celle de mener le peuple de Guinée vers la terre promise. C'est vous, et vous, qui êtes la dernière chance pour mener ce pays vers la terre promise. Je vais terminer en vous disant ceci. Thomas Sankara posait un jour la question de savoir qu'est-ce qui peut le dévoyer de sa mission. On lui a répondu, faites attention à la démagogie, faites attention au culte de la personnalité. La rencontre d'aujourd'hui, nous la saluons. Nous retenons que vous souhaitez que dans cet exercice de définition des termes de la transition, de la mission et de tous les termes de la transition doivent être discutés par les forces vives. Et comme l'a dit mon prédécesseur, à cet égard, nous sommes prêts à apporter notre contribution. Toute initiative allant dans ce sens, au-delà de nos intérêts personnels, il y a un seul fauteuil de président. Mais nous voulons instaurer dans ce pays une démocratie apaisée, régie par les principes et les règles de l'état de droit, où la sécurité de tous les citoyens sont assurées, où l'égalité des chances est garantie, où l'exercice de chaque citoyen, indépendamment de son appartenance politique, ethnique, est garanti. Et à cela, à travers votre discours, nous sentons que c'est vos préoccupations. Et je vous assure, c'est les préoccupations du peuple de Guinée et de la plupart des leaders. Et c'est pourquoi je dis qu'à cet égard, vous pouvez absolument compter sur nous. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne transition? C'est une transition dans laquelle nous sommes d'accord sur la mission essentielle.
c'est-à-dire restaurer l'état de droit et la démocratie. Nous sommes d'accord aussi, il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs. Arriver à une élection, des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous les acteurs. Nous voulons insister sur la concorde nationale, sur le rassemblement, sur l'amour et non la haine. Ce pays a trop souffert des déchirements. Ne soyons pas guidés par la haine, par la violence. Mettons-nous ensemble, développons l'amour de notre pays. C'est à cette seule condition que nous allons léguer aux générations futures une Guinée où il fait bon vivre. Je voudrais dire que nous ne devons pas passer notre temps à faire de la politique politicienne. Notre génération a besoin d'une seule réponse, donner à notre pays le bien-être économique et social, dans l'unité et dans la fraternité. Mais l'on de mirinde mouna fram M. Doumbouya. Mouta falale ramé M. Doumbouya. Birion la Guinée Malima. Ira la Guinée libre. Ira kata la Guinée. Signor Arababe. La Guinée a fini sekerena. Bilaga Sougongala. Kone Eman Kunjinde. Yamfante Boyi Made. Anaram Falama Mounagarabama. On combien de fait. Au nom du corps diplomatique accrédité en Guinée. L'initiative est d'autant plus heureuse que nous y avons répondu en masse. Vous voyez très bien dans cette salle, je crois que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, du corps diplomatique et consulaire est présente dans cette salle. Je crois être en phase avec tout le corps diplomatique ici, lorsque j'affirme que nous, les amis et les frères de la Guinée, nous marquons sans embâche notre disponibilité à accompagner ce peuple si hospitalier et si généreux sur la voie d'une transition réussie, à l'issue de laquelle la Guinée poursuivra sa marche vers un développement harmonieux. C'est pourquoi nous sommes tout oui, Monsieur le Président, nous sommes réceptifs à tout ce que vous voudrez bien nous donner comme indication en termes de besoins généraux et spécifiques pour faciliter l'accompagnement que la communauté internationale pourrait vous apporter. Bien, nous étions en septembre 2021, moins de 20 jours après la prise du pouvoir par le CNRD. Vous avez écouté ces différents propos, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'ils vous ont servi, ces propos? Est-ce que ça a été des boussoles pour vous dans la définition de la mission de la transition? Merci, Toumani. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Guilaoui. Bonsoir à l'auditoire. On va se replonger une année en arrière, se rappeler du communiqué numéro 1, la prise du pouvoir, quand le chef de l'État a annoncé à la face du monde qu'il faut faire les choses différemment, faire une rupture avec ce qui se passait avant. Et c'est ce jour-là que les premiers termes du rassemblement ont été prononcés. Et c'est également ce jour qu'il a dit, dès les premières heures d'ailleurs, on va se mettre ensemble pour échanger, discuter sur l'avenir du pays. Et donc c'est dans la même foulée que les concertations ont été organisées pour aller encore dans la réduction du délai. C'était les 10 premiers jours qui ont suivi l'accession du CNRD au pouvoir, où toutes les composantes des forces vives de la nation ont été invitées à écouter tout le monde pour que chacun donne son point de vue, tout le monde puisse se prononcer sur la façon dont la transition pouvait être menée, et en associant bien entendu nos frères de la diaspora. L'épreuve a été organisée au Palais du Peuple et il y a eu à l'issue des mémorandums qui ont été adressés et pendant des jours de compilation ont été faites pour tirer de ces mémos les points qui rassemblaient sur lesquels
on devait s'appuyer pour tracer la ligne directrice de la transition qui devrait être conduite par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc c'est ce qui a abouti rapidement à la nature du gouvernement, par exemple, qui devrait conduire la transition, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut la charte, tout ça. Donc dans la foulée, des hommes et des femmes se sont mis ensemble pour rédiger la charte, pour composer le gouvernement de l'aspiration du peuple conformant aux concertations, et bien d'autres idées ont jailli de là. Et donc la transition qui est en train d'être menée en Guinée, les premières heures même ont été utilisées pour la consultation du peuple. C'est également pendant ce moment qu'il a été dit clairement qu'il faut très souvent consulter le peuple, aller vers un dialogue. Et tous ces mécanismes-là, au fur et à mesure que la transition se met en place, ont été réalisés, un cadre de concertation a été mis en place, un cadre de dialogue et bien d'autres éléments qui aujourd'hui permettent de dire que la transition est effectivement lancée et tout se passe bien. Ça veut dire que tout ce que vous posez comme jalon est partagé avec l'ensemble du peuple. Et la particularité, c'est que ça se fait avec la plus grande transparence. Et rarement, les gouvernants se sont mis à l'épreuve de la transparence pour dire c'est ce que nous voulons faire, c'est vers là que nous voulons aller, voici nous sommes allés faire le point partiellement. Je pense que cette émission même à laquelle nous participons aujourd'hui témoigne aussi de cette volonté de transparence, dire clairement aux Guinéens qu'est-ce qui se passe, vers où on est et vers où on est en train de partir. Alors, Monsieur le ministre, depuis ces consultations, vous avez dit que vous avez été inspiré, vous avez tenu compte de l'avis de toutes les couches sociales et ça fera 1 an que vous avez déclenché un processus que vous suivez aujourd'hui, que vous appelez rectification institutionnelle. En tant que membre imminent du CNRD, il y a 1 an, quelle lecture faites-vous aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui? Quelle est votre lecture de la transition? Je le disais tout à l'heure que la transition est en train de se mettre en place, effectivement, vous pouvez le constater. Et les maux dont souffrait la Guinée il n'y a pas longtemps, il y avait essentiellement la personnalisation de la chose publique, et l'ethnie, la religion, et bien d'autres maux qui sont en train d'être lavés et nettoyés aujourd'hui en Guinée. On est en train de se parler en frères, on est en train de construire ensemble l'avenir de la Guinée ensemble, sans passion, sans adversité. Je pense que si c'est ce qui devrait être retenu au nom des actions d'1 année de la transition, je pense que ça mérite d'être cité. Voilà. L'arrivée au pouvoir le 5 septembre dernier du CNRD avec le concept refondation de l'État a suscité assez d'engouement. Et plusieurs réformes ont été enclenchées à cet effet, notamment la moralisation de la vie publique, la rectification administrative et tant d'autres. Aujourd'hui, 1 an après, quel enseignement tirez-vous des réformes qui ont été enclenchées? Est-ce que le CNRD est encore sur le bon chemin du point de vue conduite de la transition? La conduite de la transition ne souffre pas ou n'est pas en train de partir en déphasage, au contraire, c'est en train de se consolider. Et hier, on est tous des Guinéens, on peut le dire clairement sans se cacher derrière le mur qu'il y avait une certaine arrogance de la gestion de l'État. Et cette arrogance-là nous a fui aujourd'hui. Il y avait une certaine liberté de faire le lien entre la chose publique et sa chose personnelle qui sont en train d'être cherchés aujourd'hui. Si je peux vous faire une confidence, nous, aujourd'hui, on pense que tous les jours, on doit rendre compte de notre gestion. Et de ce fait, nous réfléchissons tous les jours à ce que nous devons faire, à ce que nous devons signer et vers où nous devons envoyer l'État. Cette notion de redevabilité, cette notion de peur n'existait pas avant. Nous avons vu beaucoup de contrats qui ont été signés en Guinée ici. Beaucoup de choses ont été faites ici. On a souvent l'impression, à voir de près aujourd'hui, que ce n'était pas vraiment bien réfléchi ou que ce n'était pas l'œuvre des Guinéens. Mais réellement, ce sont des frères. Mais c'était l'absence de la peur
de rendre compte un jour qui n'existait pas avant. Cette peur existe aujourd'hui. Ça fait que les choses sont mieux gérées, mieux moralisées et les décisions sont plus réfléchies. Sur la même question, est-ce qu'il y a quelques actes que vous pouvez énumérer et qui peuvent constituer comme étant un bilan à mi-chemin du CNRD en un an de gestion de la République? Au nom de la refondation, le chef de l'État a dit très rapidement que la justice allait être la boussole qui allait éclairer la transition. Et cette boussole, aujourd'hui, elle est en train d'être mise en place parce que nous pouvons aujourd'hui clairement constater que la justice, elle est purement indépendante. Son indépendance est consacrée, il n'y a pas de juxtaposition ou il n'y a pas d'interférence de l'exécutif dans tout ce qui est judiciaire. Également, il y a eu la mise en place de la CRIEF. Et il y a également eu des révisions des grands contrats. Nous sommes parvenus tout récemment à l'accord cadre Simandou, qui a donné le statut tout récemment. Et bien d'autres choses qui sont en train d'être repensées, notamment des lois qui sont en train d'être révisées pour la promotion du contenu local, par exemple. Toutes ces choses sont des acquis aujourd'hui qu'on peut toucher du doigt. Également, la digitalisation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Également, la gestion de l'effectif de la fonction publique. Et ce travail de fond a permis aujourd'hui de pouvoir faire une certaine redistribution de ceux qui étaient en déperdition. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu que des bourses de nos frères qui sont à l'étranger ont été revalorisées. C'est un peu les fruits de la bonne gestion et de la moralisation de la chose publique. Le CNRD, c'est aussi ces 5 valeurs. Vous avez défini, il s'agit du rassemblement, de la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le repositionnement, j'en passe. Ces 5 valeurs, en les définissant, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs que vous visez à travers ces 5 valeurs? Et quand ces acquis, les 5 valeurs-là seront devenus des acquis, nous pouvons dire sans nous tromper que la Guinée aura des institutions fortes qui résisteront à l'avenir, à la tentation des hommes. Et que tout ce qui est garantie d'un développement sans entrave de la Guinée sera mis en place et que la Guinée sera complètement lancée. Et notre marche à l'avant sera infaillible, c'est sûr. Mais la tâche n'est pas aisée. Bien entendu que les réformes sont difficiles à être... D'abord, la compréhension des réformes, c'est difficile. Les assimilations, ensuite, les intégrer et les appliquer. C'est un processus, mais nous croyons tous à la Guinée et à l'avenir de la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un ici dans la salle qui ne voudrait pas du bien-être de la Guinée. Ça sera difficile, certes, mais on va l'intégrer au fur et à mesure. On ira vers l'idéal qu'on veut se fixer. Récemment, un décret du président de la République a annoncé, même si la date n'est pas encore précise, le recensement général de la population et de l'habitat. Pensez-vous que avec le temps imparti pour la transition, ce temps-là vous permettra réellement de réaliser, entre griffes, tout ce rêve que vous avez pour le peuple guinéen? Je le disais tantôt, il y a la transparence qui caractérise l'ensemble des actions que le CNRD mène. L'ensemble de la classe politique, la société civile, tous ont été conviés dans une salle pour les faire le déroulé du contenu des 10 actions clés que nous avons estimées être des actions clés à réaliser pour aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc ces points clés ont été mis à la disposition de l'ensemble des acteurs. Il leur a été demandé de retourner dans leur QG, dans leur bureau, dans leur siège, aller réfléchir à comment quantifier cela en espace-temps. Donc ce sont ces travaux-là qui ont été faits, qui ont été compilés. Heureusement qu'on est encore à l'hôtel Kaloum. C'est dans l'enceinte du même hôtel ici que ces travaux-là ont été rendus publics dans la plus grande transparence pour dire, bon, tel bloc politique a dit, bon, telle activité va se dérouler en telle activité, en tel nombre de temps, en tel nombre de jours. Et c'est la somme de cela qui a été pris, compilé pour donner au peuple de Guinée le plus raisonnable du temps possible. Initialement, une proposition de 39 mois avait été faite. Et pour aller encore dans la consultation de l'ensemble des Guinéens, si vous avez regardé la charte de la transition, les forces vives de la nation sont aussi représentées au CNT.
La proposition de 36 mois qui découle de la concertation initialement établie entre l'ensemble des couches a également été resoumise au CNT, qui a également revu, qui a estimé qu'au lieu de 39 mois, nous pouvons dérouler l'ensemble des activités en 36 mois. Parmi ces activités, vous venez bien de citer le recensement général de la population, qui est un facteur très très important aujourd'hui, mais ce qui est important aussi de retenir que ce n'est pas le premier du genre en Guinée. La Guinée a commencé à travers le décret son 4e recensement général. Oui. Ça permet de pouvoir connaître la population, elle se situe où, et combien, pour pouvoir délivrer le service. Savoir combien d'écoles on peut faire ici, combien de routes, combien de centres de santé. Également, à l'avenir, savoir comment le découpage électoral peut être fait dans une très grande transparence. L'opération est en cours, ça va se poursuivre et au fur et à mesure, des points de situation d'étape vous seront faits. Oui. Pour enchaîner, Monsieur le ministre, dans la transition en cours, il y a eu des sursauts. Vous avez parlé des 36 mois. Une autre date avait été proposée par la CEDEAO et il se trouve aujourd'hui que la CEDEAO est impliquée dans la médiation puisqu'il y a crise entre les acteurs politiques et le gouvernement par rapport à la durée de la transition. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec le dialogue social que vous avez instauré, et tout ce calendrier, ne serait-ce que le redressement selon les politiques qui disent que ça prendra un temps, est-ce que ceux qui disent que c'est un stratagème pour le CNRD de rallonger encore davantage la durée de la transition, est-ce que cela est un des points d'achoppement qui font que les résultats escomptés pour le dialogue social aujourd'hui n'est pas encore sur socle? Vous savez, le cadre de dialogue, c'est à l'initiative des autorités de la transition. Ce n'est pas un diktat de la CEDEAO. Quand la CEDEAO a décidé d'envoyer des missions en Guinée ici, le cadre de dialogue existait. Ça a été pris par un décret du président de la République. Le cadre de concertation également avait été mis en place ici en Guinée. Il a été demandé, et c'est d'ailleurs le point commun de l'ensemble des sorties du président. Faisons les choses en Guinée et pour la Guinée. Il invite tous les jours aux frères de venir s'asseoir ensemble pour discuter des problèmes guinéens, n'a jamais cessé. C'est encore le cas et c'est ce que nous ferons tous les jours. Et les solutions guinéennes, on connaît la CEDEAO, on est membre fondateur de la CEDEAO, on a du respect pour la CEDEAO. Mais la CEDEAO viendra qu'aider les Guinéens dans les problèmes de la Guinée. La CEDEAO n'apportera pas de solution que les Guinéens ne pourront pas trouver d'eux-mêmes. Et bien entendu, il y a des frères qui ont choisi de ne pas venir sur la table de dialogue. C'est leur choix. C'est aussi ça un État. Un État se construit aussi de ses contradictions. Et nous espérons que quand ils estimeront qu'ils pourront venir sur la table, cette table de dialogue, elle existe déjà. On pourra continuer à échanger dans l'intérêt du peuple de Guinée. Voilà, sur le cadre du dialogue, aujourd'hui, est-ce que vous vous posez certainement la question sur les points de réclamation de certains acteurs politiques qui exigent notamment un format afin qu'il y ait vraiment de la transparence. Ça, c'est le premier volet. L'intervention de la CEDEAO dans la crise guinéenne à travers l'ancien président béninois Thomas Yahi Boni qui a fait déjà 2 visites. Pendant le 2e round, il a rencontré tous les acteurs de la vie nationale. Mais vous, aujourd'hui, quelle assurance donnez-vous au peuple de Guinée quant à la volonté de décrisper cette période de transition afin de poser des bases allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel? Je ne peux encore que vous remercier de me donner l'occasion de vous dire que, très malheureusement, quand nous recevons les délégations de la CEDEAO, ce qu'ils nous disent, c'est de créer un cadre de dialogue, un cadre de concertation qui existe déjà. Nos frères et sœurs veulent que leur message soit porté par d'autres personnes, alors qu'aucune voix, aucune obstruction n'est faite à prendre leur message. Il n'y a jamais eu quelque chose de nouveau qui a été dit par les délégations de la CEDEAO qui n'ont pas été dites par les autorités de la Guinée. C'est ça la vérité. Et l'autre vérité, c'est que des frères et sœurs ont choisi librement de porter une voix négative de la Guinée ailleurs. De toutes les façons, c'est notre pays.
Et rien ne se fait ici sans que les Guinéens ne soient mis au courant. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui ne sait pas qu'il y a un cadre de dialogue en Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas dans cette salle ici qu'il existe un cadre de concertation. Mais la finalité, ce n'est pas cela en réalité. C'est de poser des actes de nature à dire que la transition, c'est une transition barbare. Et bien entendu, cette transition barbare, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons aujourd'hui dire clairement en Guinée. Nous pensons, étant Guinéens, ce n'est pas la première transition en Guinée, que c'est à la limite une transition très civilisée. Dans ce sens qu'il n'y a pas eu de brutalité ou certaines adversités. Au contraire, les prisons étaient remplies hier. Elles ont été toutes libérées au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD. Beaucoup d'autres actions allant dans le sens de la décrispation ont été prises. Et tous les Guinéens sont témoins de cela. Maintenant, il y a le fait qu'on ne peut pas aussi réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Monsieur le ministre, il y a aussi ce groupe de Guinéens qui pensent que la transition doit strictement être politique au lieu d'être une transition réformatrice. Quelle réponse vous donnez à cette vision? Je vais parler sous le contrôle de mes frères qui sont encore à l'université. Je pense que la politique en elle-même, une de ses définitions, c'est comment on exerce le pouvoir public. Et l'exercice du pouvoir public aussi, on peut aussi intégrer en ça la réforme. Donc penser que c'est aller aux élections qu'on appelle la politique, moi je m'inscris en faux contre cela. La réforme aussi c'est une politique qui vise à mettre en place des outils, des voies et moyens pour apporter des solutions aux maux qui ont été diagnostiqués. Quand on dit transition politique, oui, après ça dépend de quel côté on se trouve. Celui qui veut demain aller aux élections dira que la transition doit être politique. Celui qui veut aujourd'hui que des bases d'une démocratie réelle soient posées en Guinée dira à mener les réformes jusqu'à ce que ça soit terminé. Donc le message, c'est de s'écouter encore autour de la table, venir se dire, bon écoutez, ça on pense qu'on peut faire ça, on peut faire ça, ça on peut attendre, on peut reporter. Mais tout ça, c'est encore dans le cadre du dialogue et dans le cadre de la concertation qui existe déjà en Guinée. Monsieur le ministre, nous avons suivi tout à l'heure en vidéo les concertations. Vous avez souligné que vous teniez compte de ces concertations parce que c'était l'avis du peuple de toutes les couches sociales. Excusez-moi de revenir là-dessus. Aujourd'hui, le premier discours du CNRD lu par colonel Mamadi Doumbouya a été applaudi par toute la classe. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le colonel est encore applaudi? Est-ce que malgré toutes les réformes que vous avez engagées et tous les faits aujourd'hui, quel est votre sentiment de confort dans le pouvoir aujourd'hui? Moi, je le dis, et tous les jours, j'ai la chance de pratiquer le chef de l'État. Étant le porte-parole de la présidence, j'assiste à ses sorties. Il y a des fois que nous avons vraiment des problèmes de sécurité à pouvoir nous déplacer. L'homme du 5 septembre est encore l'homme du 25 août aujourd'hui, et ça sera l'homme qui sera en phase avec ce qu'il a dit vis-à-vis du peuple de Guinée quand la transition finira. Je peux vous le garantir. Donc il n'a pas trahi jusqu'à présent ses engagements. Le colonel est conforme à ses dits et à ses faits. Il en a fait même un témoignage lourd de sa dernière prise de serment pour dire qu'il sait c'est quoi le serment étant soldat. Et il sait respecter le serment. Pour enclencher peut-être, si vous permettez, il y a deux jours, le rapport de la commission qui a sillonné, qui a recueilli les avis du peuple guinéen a été remis au président de la République. Et il y a eu un certain point souligné par les religieux, qui sont les porte-paroles justement de cette commission. Que vous a dit ce rapport? Est-ce que c'était en conformité déjà de ce que vous, en tant que CNRD, pensiez? Ce rapport vient effectivement confirmer tout ce qui avait déjà été dit par diverses personnes pendant la concertation. Mais le point qui revient surtout et qu'il faut retenir, c'est que ce peuple a besoin de justice. Et la justice, ça sera une des boussoles de la transition. Et la justice fera son travail, même en train de faire son travail. On s'est fait du mal hier parce que la justice n'a pas pu être exercée. Ou
avait été influencée. Si cette justice avait été là, sûrement les maux dont on cherche des remèdes aujourd'hui n'allaient pas être perpétrés. L'autre question, c'est la durée de la transition. C'est aujourd'hui une problématique qui crée une sorte de fracture entre le CNRD et la classe politique. Pourquoi est-ce que cette question focalise davantage donc la durée de la transition que les 10 actions récemment citées par le ministre de la décentralisation, des 10 actions donc, qui pourraient aboutir au retour à l'ordre constitutionnel? Moi, je pourrais reformuler la question à savoir, est-ce que ces 10 actions-là sont effectivement celles dont nous avons besoin pour sortir de la phase de transition? À l'examen de ces 10 points, soumis à cette classe politique dont vous faites allusion, aucun point n'a fait objet de discordance pour dire non, ce point-là n'en a pas besoin. Aucun point, aucun des 10 points. Est-ce qu'en élaborant les 10 actions, est-ce que la classe politique avait été associée ou le CNRD a pris donc, cette mission sur lui pour proposer ces 10 actions? Au nom de l'État, nous assumons que ce travail-là a été fait et présenté par le CNRD, le ministère de l'Administration du Territoire, après le CNRD, l'organe suprême de la transition. Mais rappelez-vous qu'à travers ce que vous avez projeté tout de suite, qu'il y a eu à la base une concertation nationale. Et cette concertation nationale, des mémos ont été donnés. Il y a eu une analyse de ces mémos, on a tiré de ces mémos les aspirations légitimes du peuple. Et retenez aussi également que le 5 septembre, il a été dit d'éviter les erreurs du passé. En évitant les erreurs du passé, il y a certains mots dont on trouve les remèdes dans les 10 actions clés qu'il faut forcément verrouiller, notamment la question du référendum. Une constitution a été adoptée ici pendant la dernière transition, où ils sont allés en vitesse, des hommes se sont entendus, entre deux bureaux, ils ont signé sans consulter le peuple. Et les jours qui ont suivi, quand les verrous ont voulu être sautés, on a fait fi de cette constitution pour dire, bon, le plus important, c'est de consulter le peuple. Entre autres, il a été question d'organiser des élections au lendemain des élections présidentielles. Vous savez combien de temps ont pris entre une élection législative et les élections communales? Et tant d'autres choses. Est-ce qu'on a encore envie de retourner dans les mêmes guéguerres, dans les mêmes erreurs, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de faire les choses correctement? Nous estimons que c'est l'occasion à jamais de faire les choses correctement et proprement pour une fois en Guinée, pour éviter des cycles à répétition de coups d'État. Et nous espérons que le 5 septembre, c'est la dernière fois que des soldats vont faire immixtion sur la scène politique en Guinée. C'était donc la première partie de cette émission, des questions posées par des journalistes. À présent, nous allons nous tourner vers la société civile et les étudiants pour des questions au porte-parole de la présidence de la République. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, c'est Daouda Obamaba, ex-président de la Fédération estudiantine de Guinée et l'actuel coordinateur général du Grain d'été Guinée, à l'occasion duquel nous recevons des personnalités de ces pays, des pouvoirs publics, une manière de rapprocher nous, les jeunes des bas quartiers, et les pouvoirs publics que vous êtes. Monsieur le ministre, ma question, c'est de savoir, quand le 5 septembre, l'ensemble des jeunes du pays, particulièrement, ont ovationné votre arrivée. Et effectivement, quand vous êtes venu, et jusqu'à maintenant, toutes les actions que vous êtes en train de poser vont dans le sens de l'émancipation de nous, jeunes, la couche juvénile que nous représentons. À travers les nominations, à travers toutes les décisions, dans les instances de prise de décision, nous sommes nombreux aujourd'hui, monsieur le ministre. Mais cependant, l'héritage, il est lourd. La crise, j'avais trouvé un héritage de crise de confiance, non seulement entre les gouvernants et les gouvernés, mais aussi entre les gouvernants et les acteurs politiques. Aujourd'hui, les actions que vous êtes en train de poser vont dans les attentes des populations que nous sommes. Mais s'il n'y a pas de paix, de tranquillité, monsieur le ministre, il va vous être un peu difficile de réaliser toutes les ambitions prometteuses que vous ambitionnez pour ces pays. Est-ce que vous avez dans vos agendas des solutions pour rompre de façon définitive, en tout cas durant tout le règne que vous serez là, de rompre avec le vieux démon que je qualifie de manifestation?
dans, comment on appelle, dans ce pays. Les manifestations. La charte de la transition consacre un droit à la population à manifester. C'est clair. Mais il y a aussi le fait que dans le pays, il y a des lois et règlements qui régissent tout pays. C'est également le rôle des gouvernants de pouvoir œuvrer à ce que cela soit respecté. Qu'à cela ne tienne, étant jeune, on peut se dire le langage d'une certaine vérité. Je suis le grand frère de quelques-uns parmi vous ici. Il faut qu'on fasse attention, je l'ai déjà dit. Notre pays est au milieu de beaucoup d'enjeux. Les appétits sont très grands. Beaucoup ne voudraient pas que nous ayons la paix. Ce n'est pas la transition même. Beaucoup ne voudraient pas que nous ayons la paix. Il y a aussi des frères à nous qui sont des businessmen de la crise. Parlez de certains quartiers. Moi, je suis de l'Axe. Je connais mes frères et sœurs de l'Axe qui, aujourd'hui, font le business de la crise. Nous avons nos frères et sœurs, certains hors de la Guinée, qui veulent des titres de séjour. Pour justifier des titres de séjour, il faut donner la mauvaise peinture à notre pays. Il faut créer beaucoup d'autres choses. Ils envoient 300 € en Guinée ici, voilà, c'est bon quoi, pour faire 10 pneus, 20 pneus. Mieux, il y a aussi d'autres enjeux géopolitiques et géostratégiques qui viennent entourer cela. Ce qui est sûr aujourd'hui et qui reste certain, c'est la volonté des autorités d'écouter tout le monde aller dans la même direction. Naturellement, il y en a qui choisiront de ne pas aller parce que ça ne les arrange pas. Si demain tout va bien, ils n'auront pas de travail. Si demain tout va bien, ils n'auront pas la lumière. Il y en a aussi qui le font juste pour la lumière. Cette lumière dont ils ont besoin, là, va s'éteindre. Donc il faut que nous, jeunes, on puisse voir cela et le comprendre, l'intégrer correctement pour ne pas aller dans les dérives. De toutes les façons, quoi qu'on dira, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas de la manipulation. Cette jeunesse, c'est l'avenir. Si on passe le temps à brûler nos écoles, si on passe le temps à incendier les maisons de nos voisins, si on passe le temps à ne pas aller à l'école, c'est encore nous qui allons faire demain 6% aux examens nationaux. C'est nous qui allons faire 3% aux examens nationaux. Demain, ces mêmes vieux vont continuer à travailler 70 ans dans l'administration. On aura compromis notre avenir. Il est question pour nous de faire le choix entre la raison et la passion. Je pense que la raison, c'est ce qui devrait guider l'ensemble de nos actions. Dire ça, ce n'est pas bon. Je pense que je suis en train de sortir du terrain. Il faut que je rentre dans le match. Le match, c'est notre avenir. Personne ne vient nous compromettre là. Il n'y a aucune volonté de nuire à l'avenir des jeunes ici. Au contraire, il y a une volonté de faire la promotion de l'avenir de la jeunesse. C'est ça le débat. Bonsoir, Monsieur le ministre. Mon nom est Dramé Rouguiatou, étudiante en L de biologie à l'Université Gamal Abdel Nasser. Je suis aussi la secrétaire chargée à l'information et à la communication du collectif des étudiants. Ma question est la suivante. De nos jours, nous constatons que l'immigration clandestine est une chose très courante chez les jeunes Africains. Mais précisément, je parle de la Guinée. Au fait, cette immigration, elle est due par le manque d'emploi ou pour un lendemain meilleur. Maintenant, moi, je me pose la question. J'aimerais savoir, avec l'arrivée de cette transition, qu'est-ce que les membres des autorités ont à poser et puis quelle est la solution pour que les jeunes aient un avenir meilleur? Ça, c'est dès les premières heures. Il y a eu, au sein des forces de défense et de sécurité, une mise à la retraite des anciens de nos aînés qui étaient dans la fourchette de partir à la retraite. La même mesure a continué dans l'administration publique. Et il y a eu un premier départ de 7000 fonctionnaires. Mais tenez-vous bien qu'on se doit encore le langage de la vérité.
le fichier de la fonction publique n'était pas aussi sain. On peut le dire sans se cacher, qu'il y a des fonctionnaires qui, pour des raisons X ou Y, savent avoir plusieurs numéros matricules à la fois, disséminés un peu partout, de Conakry à Zéro-Corée, mais après ça tombe dans le même entonnoir. Il y a ces travaux qui sont en train d'être faits pour l'assainissement du fichier de la fonction publique. Et les chiffres, je vais vous les donner sans me tromper. Il y a les 2 derniers mois, et les travaux qui ont été faits ont permis de pouvoir faire des réductions sur la masse salariale de 32 milliards. Ça s'est répété 2 fois de suite. Ces travaux vont continuer. Et quand on aura la maîtrise de la situation de l'effectif, bien entendu, un concours de la fonction publique sera organisé qui va prioriser l'accès à l'emploi aux jeunes. Il y aura du travail, certes, mais il faut déjà la réforme. Les réformes, elles sont difficiles. C'est un grand combat. C'est un cartel. Réformer le fichier de la fonction publique, c'est un problème. Mais c'est en train d'être fait. On parviendra à des grands résultats très bientôt. Des concours seraient organisés. Une première réflexion avait été faite pour courant premier semestre de l'année 2021. On s'est rendu compte que le fichier il était encore très sale. L'assainissement va continuer. Quand ça sera fini, des travaux de concours seront organisés de la plus grande transparence. Ceux qui valideront le test et seront affectés dans les départements conformant également à la demande des départements. Mais il n'y aura pas de vieux, a priori, qui seront intéressés par ce concours-là. Ce sera bien entendu des jeunes. Ça demande juste du temps et de la patience, mais ça va arriver. Bonsoir, Monsieur le ministre. Moi, je me nomme Mouri Kamara. Je suis étudiant en fin de cycle à l'Institut supérieur de mines et géologie de Bouquet. Je suis le représentant des étudiants de l'Institut ici présent. Et moi, ma question est la suivante. Avec toutes les réformes, les engagements du CNRD, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour que le secteur minier soit un domaine d'absorption des étudiants sortant des institutions supérieures d'enseignement pour un emploi durable? Et la sous-question est la suivante. Quelle doit être la part, je vais bien sûr parler de la participation de nous les jeunes et en général, les étudiants en particulier, pour une transition réussie et qu'elle soit la dernière. Je vous remercie. Monsieur Kamara, je veux juste vous rassurer que le Dr Diaka Sidibé, la ministre de l'Enseignement supérieur, est en train de faire un très bon travail, allant dans le sens des stages des étudiants et tout. Et le travail n'est pas complètement achevé, mais il y a vraiment une grande réflexion niveau stratégique qui a été vraiment menée à la matière. Et je veux profiter vraiment de cette tribune pour saluer vraiment son courage. Et également, beaucoup de travaux sont en train d'être faits dans le cadre de l'innovation. Je laisserai à madame le temps venu de vous donner pleinement le contenu des travaux qui sont en train d'être faits. Et c'est la voie la plus autorisée, la mieux indiquée à vous faire une communication sur le sujet. Mais je peux vous rassurer que quelque chose de très bon est en train d'être fait. Et pour le second volet de votre question, c'était la part de la jeunesse. J'en parlais tout à l'heure quand le jeune frère disait les crises et tout. En interprétant clairement ce que nous avons dit, vous comprendrez que nous, ce soit on prend nos responsabilités ou on subira. Notre responsabilité, c'est de refuser d'être entraînés. Vivons notre vie, ne vivons pas la vie de quelqu'un. Refusons la manipulation, refusons de passer à côté. Pour vous, étudiants, la seule voie, c'est les études. En fait, nous avons été hier des étudiants, des élèves, ensuite des étudiants. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma vie également dans l'enseignement. Je disais à mes élèves que étudier, ça fait tellement mal que la seule façon de s'affranchir des études, c'est de bien faire. Quand tu le fais bien demain, tu oublies que tu as galéré. Donc faites-le bien pendant que vous pouvez le faire. Demain, ça sera tard, on ne pourra pas étudier. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, je me nomme Mohamed Sandali Konaté, étudiant de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme et vice-président du collectif des étudiants de l'ISO. Enfin, monsieur le ministre, nous savons que vous êtes titulaire d'un Master 2
de l'école pratique des hautes études Sorbonne en politique et culture. J'aimerais vous demander, Monsieur le ministre, quels sont les actes que vous posez pour que nos frères qui veulent dans le futur être des vôtres, c'est-à-dire des forces armées, pour qu'ils atteignent votre niveau. En deux, le 6 octobre 2021, Monsieur le ministre, vous êtes nommé ministre secrétaire général à la présidence de la République. Et le 13 janvier 2022, comme porte-parole de la présidence de la République, ce qui montre que le président de la République vous fait entièrement confiance. Dites-nous, Monsieur le ministre, pourquoi nous, peuple de Guinée, nous devons vous faire confiance. Je vous remercie. Ah ouais, c'est la patate chaude, il envoie. Très honnêtement, je ne souhaiterais pas sur un plateau dire le moi. Je souhaiterais qu'on puisse réserver la partie réservée à ma personne hors du plateau. On pourra en parler, on pourra se donner des conseils, des astuces entre jeunes frères et grands frères. On va le faire en off, s'il vous plaît. Sur cette partie, je vous demande humblement d'accepter cela. Et pour ce qui est de mon travail, je me réjouis très honnêtement et je rends grâce à Dieu. Je remercie tous les jours le président pour la grâce et la confiance qu'il m'accorde au quotidien pour l'accompagner dans sa grande et noble mission. Et tous les jours, quand je me couche, je ne dors pas parce que je veux continuer à mériter cette confiance-là dans l'intérêt de la Guinée. La seule chose qui mérite d'être dit dans ma vie aujourd'hui, c'est que moi, je suis un pur fruit des écoles publiques en Guinée. Je dois toute ma formation à la Guinée. J'ai été boursier quand j'avais 11 ou 12 ans. La Guinée a payé entièrement mes études. Donc, dans l'accompagnement du président au quotidien de ce que je fais, je me dis que je dois donner pour qu'on puisse payer une partie de la dette qu'on doit à la Guinée. Le président a cette vision-là, beaucoup plus que moi, et donc je me dis que ça va. Le président ait confiance en lui. Et en rentrant en Guinée, il a abandonné famille et enfants et beaucoup d'autres intérêts pour venir servir cette nation, et surtout par les armes. C'est vraiment un sacrifice que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Et au nom de ce sacrifice-là, ça mérite d'être quand même dit et entendu. Et pour le moment, il a fait tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il ne fait pas, il ne dit pas. Ça aussi, ça a le mérite d'être entendu. Et jamais, puisqu'on est tous des Guinéens, on a vu d'hommes d'État aussi engagés et déterminés comme il le fait au quotidien. Ça le mérite au moins d'être observé. Il ne faut pas préjuger avant d'avoir eu beaucoup d'éléments factuels. Et c'est sur des faits, je voudrais que nous puissions continuer à juger les actions du chef de l'État. Je réponds au nom de Kaba Hilra Sidiki, étudiant en licence de physique de la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et président du collectif des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ma question est la suivante. On dit que les étudiants sont l'avenir du pays, ceux qui doivent servir le pays après vous. Mais on constate qu'il y a de cela plusieurs années que ces étudiants-là étudient dans des conditions défavorables, c'est-à-dire manque de l'adéquation de la théorie à la pratique et manque des infrastructures dans les universités pour pouvoir servir le pays le lendemain. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, est-ce que nous étudiants pouvons-nous servir la nation dans ces conditions-là si on n'étudie pas dans une bonne condition pour pouvoir servir le pays? Et ma deuxième question est la suivante. Aujourd'hui, les étudiants-là ont beaucoup de difficultés pour rencontrer les autorités afin de dialoguer sur le problème que nous avons. Tandis qu'on dit que les étudiants sont des personnes qui sont censées facilement trouver une solution, des propositions, lorsqu'il y a un problème sociopolitique et économique dans un pays. Je vous remercie. Vous conviendrez que la Guinée elle est indépendante depuis 1958. De cette date à aujourd'hui, l'école guinéenne est ce qu'elle est. C'est un lourd héritage que nous assumons pleinement. Et cet héritage-là, il nous appartient d'apporter des solutions. C'est clair. Au nom des solutions, il a été instruit en conseil de ministres aux 3 départements de l'éducation, l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur, de réfléchir et apporter une solution aux problèmes de l'éducation. Ces problèmes-là ont été réfléchis globalement. Des solutions ont été apportées. Les premières mesures commencent déjà à faire leur effet, puisque vous êtes étudiant. Vous pouvez sentir leur impact réel. Demain, hier, vous n'avez pas de bus pour aller à l'école. Hier, vous n'en avez pas.
Il y en a combien aujourd'hui dans les universités pour vous transporter? 25. Qui est toujours insuffisant, mais ce n'est pas rien par rapport à zéro. Hier, on ne venait pas recevoir la crème de l'enseignement supérieur de l'Afrique en Guinée. Au cours de 2021, il y en a eu 2 fois de visite du CAMES en Guinée. Est-ce que vous pensez que c'est rien? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. C'est l'héritage qui est juste lourd. Et le temps est en train de nous courir après. Mais avec un peu de patience, des solutions seront apportées. C'est ce qu'on appelle effectivement la réforme. C'est ce qui est en train d'être fait. Et ça va porter des fruits, c'est sûr. Ça sera difficile, parce que ça touchera des intérêts. Mais on y arrivera grâce à la volonté et à la détermination. Parlant de dialogue entre étudiants et État, je voudrais très respectueusement vous demander, à votre niveau d'étudiant, d'avoir un dialogue entre vous et le corps professoral et la direction de vos instituts. Sinon, vous allez sortir du cadre de l'éducation, vous allez devenir un politique rapidement. En devenant politique, vous allez rester dans la rue. En rentrant dans la rue, vous allez passer à côté de ce que vous devez être hier. Le dialogue réel, c'est celui que vous devez avoir, vous, en tant qu'étudiant, entre vous, le corps professoral, vous et la direction de vos universités. Si vous limitez à ça, vous êtes dans le cadre de votre mission. Si vous sortez dans ça, vous êtes en train de faire autre chose. C'est le conseil de grand frère à jeune frère. Merci. Moi, c'est Mohamed Koulibaly. Je suis étudiant en licence 2 en informatique et en même temps secrétaire général du collectif des étudiants de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alors, monsieur le ministre, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre franchise. Nous apprécions vraiment. Je voudrais vous poser la question suivante, qui est de savoir, vous avez parlé de l'accord de cadre de Simandou. Nous avons vu souvent qu'en Guinée, la plupart du temps des projets, les jeunes Guinéens sont mis à l'écart au profit des étrangers, par manque d'expérience ou peut-être par qualité de formation. Et cela est un lobbying pour vous, vous avez dit, souligné plusieurs fois. Quel est réellement l'enjeu que vous allez mettre à profit pour que les jeunes Guinéens puissent être employés dans ces sociétés sans vraiment profiter du projet? Merci beaucoup. D'abord, pour parler de l'accord cadre, je veux très honnêtement vous dire tout le respect et toute l'admiration que j'ai eu en entendant le chef de l'État dire un jour, écoutez, il faut qu'on fasse attention. L'accord, Simandou, c'est pour la Guinée. Il y a eu des velléités, il y a eu des pressions. Une de ces célèbres phrases a été, ça fait 64 ans qu'on est là, Simandou n'a pas été exploité. Si ça doit être exploité, il faut que ça se fasse dans les conditions que la Guinée aura choisies, sinon ça n'aura servi à rien. Et il nous a instruit, une équipe, à travailler sur l'accord cadre. Et le point le plus important de l'accord cadre, c'est la participation de la Guinée à la co-entreprise. Une participation non contributive et non dilutive à la société qui vient d'être créée, où un Guinéen est le PCA. Le poste de DGA sera un Guinéen. Également, toutes les fonctions qui peuvent être servies nouveau à la base par des Guinéens seront forcément servies par des Guinéens. C'est quand il n'y aura pas de compétences guinéennes que ça doit être allé chercher ailleurs. Ce sont entre autres des nouveautés de l'accord cadre du statut. Le statut, nous sommes actuellement en train de travailler sur le pacte d'actionnariat et ça va être un peu long, mais normalement, l'état final recherché de tout ça, c'est de permettre de mettre les Guinéens et la Guinée en valeur. En termes d'emploi direct, ça se joue à beaucoup de milliers. En termes de revenus sur la population, c'est énorme. C'est un méga projet. C'est l'un des plus grands de l'Afrique aujourd'hui. Auquel la Guinée a pris ses responsabilités grâce à la vision d'un homme, le président Mamadi Doumbouya. Je suis Idrissa Diallo, doctorant en médecine. Je suis activiste panafricain. Donc n'avez-vous pas pensé vous aussi un peu à réunifier ce continent déjà morcelé et puis qui n'en finit pas avec des problèmes? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'éducation, monsieur le ministre. Je suis médecin maintenant, mais j'estime que quand je me retourne maintenant là au village, le cahier de physique que mon professeur utilisait dans les années 2010, jusque-là encore, il utilise le même cahier. Il y a un peu un manque d'organisation et un manque
de la modernisation de notre système éducatif, qui fait que difficilement on va répondre aux besoins de développement. Il n'y a pas longtemps, pour ceux qui suivent l'actualité, exactement 9 mois, la CEDEAO avait pris des mesures de sanctions contre nos frères africains du Mali. Très rapidement, le chef de l'État, un panafricain convaincu et assumé, a dit que les frontières terrestres, aériennes et maritimes de la Guinée resteront ouvertes à tous les États africains, y compris le Mali. On ne peut pas être plus panafricain que ça. Il y en a qui l'ont pensé, mais qui ne l'ont pas assumé. Ça a été fait, pleinement assumé. Il y a moins de 2 mois que la Guinée a invité en conseil de ministres des ministres de notre pays. C'est du panafricanisme convaincu. On ne peut pas passer à côté de ça. Et c'est également l'héritage que nous ont légué nos aînés, nos héritiers, qui nous appartient de défendre fièrement. On n'a aucune honte ici en Guinée. Chacun individuellement brûle en lui des fibres de patriotisme et de panafricanisme. C'est assumé en Guinée, en fait. Ça ne fait même pas objet de débat. Pour ce qui est du contenu, du programme de formation, il disait aux jeunes frères tout à l'heure là que des travaux étaient en train d'être faits par les 3 ministres. Et pendant ces travaux-là, il y a également des travaux qui concernent le contenu des programmes de formation. Ça sera le travail de vos ministres de vous faire un jour de communication sur le sujet. Mais des travaux sont effectivement en train d'être faits sur le contenu des programmes de formation en vue de leur adaptation et de leur modernité. Moi, c'est Kamara Abdoulaye Ali. Ça, c'était encore les étudiants, c'est ça? Non, je suis de la 4e promotion du système LMD. D'accord. J'ai fait maths appliquées à Gamal. Aujourd'hui, je suis écologiste. Ma question s'intéresse sur l'environnement. Depuis toujours, à Conakry, s'il pleut, il y a des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, parce que j'ai regardé la télé, j'ai vu les arsenaux que vous avez déployés au niveau du gouvernorat, les bennes, tout ça là quoi. Mais depuis toujours, le gouvernement échoue. Est-ce que vous voyez? Et chaque jour, vous ne faites que produire. Il y a des entreprises qui produisent de l'eau que nous buvons et nous jetons les déchets plastiques. Avez-vous une pensée à des personnes qui savent réellement transformer ces déchets-là à quelque chose qui peut rendre utile la nation? Merci beaucoup. Oui, patron, je peux vous assurer qu'il n'y a pas longtemps, puisqu'on n'a pas encore finalisé les travaux, je ne vais pas vous révéler l'identité des groupes qui sont en train de travailler avec nous. Mais effectivement, 2 grands groupes sont en train de s'intéresser à la Guinée dans le cadre du recyclage et de l'incinération des déchets. Et un des volets, ça sera la production d'énergie. Mais très honnêtement, je voudrais qu'on s'abstienne de nous faire des promesses. Nous voulons plutôt aller dans les faits, dans le concret, dans l'action. Mais c'est des réflexions qui sont en train d'être faites. Les solutions ne sont pas loin d'être trouvées. Et quand ça sera trouvé, comme ça sur des plateaux, on viendra vous faire des communications. Ça évitera un jour qu'on nous sorte la liste des 1000 actions, de promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Merci. Moi, c'est Kamara Toumani, administrateur civil au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ma question revient sur la mise en place de la GRIEF. Cette institution a été vraiment un espoir pour la jeunesse guinéenne. Donc, mes inquiétudes aujourd'hui, c'est après la transition, quel va être le fonctionnement de la GRIEF. Ma seconde question, c'est l'administration publique. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de ministères sont aujourd'hui en location. Pourquoi l'État ne trouve pas les moyens, avec tout ce qu'on a comme des zones réservées, construire quelque chose pour désenclaver complètement la ville de Conakry? Je vous remercie.
Deux questions, la CRIEF. Quel sera l'avenir de la CRIEF après le CNRD? Clairement, il est quand même important de pouvoir restituer le cadre et le contexte. La CRIEF n'est pas un outil du CNRD, ni un outil du gouvernement. C'est un organe qui relève du ministère de la Justice, qui a pour mission la répression des infractions économiques et financières. Je suis sûr aujourd'hui que la Guinée dispose de magistrats assez vertueux pour continuer à faire la fierté de la justice. La réforme qui est en train d'être faite, elle est en train d'être intégrée. Et quand ça sera intégré, ça résistera à la tentation des hommes, c'est sûr. On comprendra que ça, là, c'est inamovible, on ne peut plus toucher. Demain, un ministre ne peut pas appeler un magistrat pour dire faire ça. Je peux vous confirmer déjà que c'est le cas maintenant. On ne peut pas appeler un magistrat pour dire il y a tel problème. La CRIEF va résister, parce que ça doit résister. Ce n'est pas un instrument de l'État ou à la solde du gouvernement. Ça relève de la justice, c'est indépendant. Et son indépendance est consacrée. Je tenais à restituer cela. Pour ce qui est des logements, l'État paye chaque année, en chiffres, autour de 180 milliards de francs guinéens pour la location pour les charges administratives. Près de 180 milliards par an. À un moment, il a été question de récupération des domaines de l'État. Et je peux vous dire, sans crier sur tous les toits, qu'il y en a qui ont perdu la foi dedans. Et ça a donné ce que vous pouvez constater actuellement. Mais c'est une obligation que l'État continue à récupérer ces domaines spoliés. Sinon, rien ne restera demain. Si chacun devait, au nom de sa responsabilité de ministre, de directeur, de secrétaire général, prendre une portion des terres de l'État, tout va disparaître. On va continuer. Aujourd'hui, c'est 180 milliards. Dans 10 ans, ça sera 250 milliards et ça ne va jamais s'arrêter. Au lieu de construire des écoles, on va louer des maisons. L'État ambitionne de faire des actions. Et ces actions-là n'arrangent pas également certains. Quand vous le dites, on va construire une cité administrative, ils vont faire la déduction pour dire ah, une cité administrative, ça va faire 40 mois. Donc ça veut dire que la transition va rester 40 mois. Donc on ne fera pas de communication sur l'ensemble des actions futures à être portées. Mais nous avons de belles intentions pour le pays, c'est sûr. Des actions concrètes seront faites, quitte à les laisser pour que quelqu'un les achève. Mais des actions claires seront posées dans le cadre de la réduction des charges de l'État en matière de dépenses pour le logement administratif. Bonsoir, Monsieur le ministre. Moi, je me nomme Italo Sahamilimono, société civile. Ma première question est de savoir, concernant la manifestation en Guinée. Quand il y a une manifestation en Guinée, c'est la jeunesse qui endosse les conséquences. Les victimes, c'est la jeunesse. Quelle est la politique de la nouvelle équipe actuelle en Guinée pour nous aider à mettre fin à cette fléau? Parce qu'aujourd'hui, quand l'équipe de Mamadi Doumbouya échoue, c'est toute la Guinée qui échoue. Là, il faut se dire la vérité. Donc, il faut nous donner la main. Généralement, ces manifestations sont manipulées par des gens. On distribue l'argent aux jeunes qui achètent la drogue, l'alcool, ils se jettent dans la rue. Tandis que nos opposants, ils ont leurs enfants à la maison, soit à l'extérieur. Quelle est la solution pour ça? Ma deuxième question est sur le logement en Guinée. Nous, le bas peuple, quelle est la solution que l'État peut nous aider à nous proposer concernant les prix de location en Guinée, surtout à Conakry? Donc, je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre.
On doit faire tout ça en combien d'années? Ou en combien de mois? Vous comprenez bien que c'est difficile un État, n'est-ce pas? C'est juste cette réflexion que je voulais qu'on porte ensemble. Le pays a été dans une situation très très lamentable. On est tous d'accord. Il est question d'apporter des remèdes. Mais chacun, à son niveau, considère également des solutions. C'est au niveau de nos familles, c'est au niveau du quartier, c'est au niveau de son école, c'est au niveau de son lieu de travail, que chacun apporte sa pierre, positivement. Ensemble, on bâtira la Guinée. Ce ne sera pas une affaire du colonel Mamadi Doumbouya. La Guinée, c'est l'affaire de tous. Apportons notre pierre. Quand toi, tu fais ta maison, tu dis que ta maison est payée à 2 500 $. On paye qui en dollars en Guinée ici? C'est toi qui dois penser, ah bon, que c'est ma maison, c'est certes, mais mon frère là, lui, il est payé à 2 millions dans la fonction publique, quoi. Après, les maisons, elles sont même, la plupart au bord des routes là, elles sont même inoccupées. Mais parce que quelqu'un n'a pas pu payer 2 000 $, c'est tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui refuse de loger dedans? Non, c'est quelqu'un qui refuse de donner sa maison. Chacun y a un rôle à jouer dedans. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit rien faire. L'État va faire des choses, c'est sûr. Mais je veux juste amener à la réflexion que l'État, c'est aussi nous tous. Chacun à son niveau considéré. Les gouvernants joueront leur rôle, c'est sûr. Nous, citoyens, on doit aussi mettre le maximum. Ça viendra faciliter le travail pour l'État. La solution pour les manifestations, on en a parlé au cours d'un échange avec quelqu'un dans ce sens-là, il y a une question. Mais ce qui m'appartient, c'est que moi je dois plutôt corriger et remettre dans son cadre, c'est l'appellation opposition. Le CNRD n'est pas un parti. C'est toutes les forces de défense et de sécurité qui ont porté leur choix sur le président Mamadi Doumbouya pour diriger la transition guinéenne, qui n'a pas d'opposition. On a des frères et des sœurs qui sont aussi des acteurs de la vie en Guinée, que nous demandons de venir apporter leurs solutions aux problèmes de Guinée. Bien entendu, les victimes de tout ce qui se passe, ce sont des jeunes. Voilà pourquoi on appelle la jeunesse d'assumer sa responsabilité et son rôle et refuser d'être pris entre deux feux. La seule raison qui, aujourd'hui, doit motiver la jeunesse, c'est son avenir. De toutes les façons, la gouvernance et le mode de gouvernance mis en place par le CNRD et son président veulent que jamais l'administration en Guinée ne sera plus jeune qu'elle l'est aujourd'hui. Il vous appartient de savoir que l'administration à l'état actuel n'a jamais été aussi jeune qu'elle l'est aujourd'hui. C'est soit vous maintenez à l'état ou vous partez encore dans une certaine catégorie où on va encore se chercher. Acceptons de prendre notre destin en main, c'est possible. Écoutons-nous, faisons-nous confiance. Arrêtons de nous tirer dessus pour des futilités. Faisons-nous confiance pour une fois, puisque la démarche elle est sincère, elle est inclusive. Monsieur le ministre, je pense que les questions sont nombreuses, mais nous sommes presque à mi-chemin de cette émission. Une question revient le plus souvent dans les causeries, surtout en milieu politique. Le CNRD veut s'éterniser au pouvoir. Quelle garantie vous donnez à ces politiques? Qui est-ce qui a lu la charte ici en salle? La charte de la transition. La charte de la transition, qui l'a lu ici? Combien l'ont lu dans cette salle? On est quand même étudiants. On fait Google pour faire autre chose. Faisons Google pour chercher à savoir ce qui se passe dans notre pays. Parce que c'est comme ça, on nous envoie le mauvais narratif. Le mauvais narratif est donné à celui qui ne va pas vers le savoir. Le savoir, ce n'est pas ce qu'on vous donne seulement à l'école. Allez-y, pardon de la curiosité. Téléchargez la charte, puisque c'est disponible aujourd'hui. Il est écrit clairement dans la charte que ni le président, ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNT ne se candidat à aucune élection en Guinée. En 2009, il y a eu du sang au stade du 28 septembre parce qu'il y a eu des ambiguïtés sur la volonté de quelqu'un d'aller aux élections ou pas. Mais dès les premières heures, pour éviter les erreurs du passé, il a été dit clairement que
Ça, cette ligne rouge-là, on l'a dit clairement que c'est là. Il y a quelle preuve de bonne foi plus que ça? Refusons, allons-y lire la charte. Refusons qu'on nous dise ce qu'ils veulent nous faire savoir. Mieux, par respect pour certains, on ne dira pas. Mais il ne faut pas que nous soyons le pays où c'est des analphabètes qui dictent à ceux qui vont à l'école ce qu'ils doivent faire. Quelqu'un ne sait pas lire la charte. Il te dit comment le pays est géré. Vous vous acquiescez parce que vous n'avez pas eu le temps de lire juste quelques pages. Refusons. La Guinée, c'est notre pays. On ne doit pas le brûler. Au contraire, c'est ce que nous avons tous en commun, qui est très cher, que nous devons préserver. Notre seul malheur, c'est d'être Guinéen, quoi. Parce qu'on est un pays immensement riche. Mais il faut que nous ayons la vision. Si nous avons la vision, on peut faire la Guinée un grand pays. On a beau être riche, s'il n'y a pas de vision, on ne sert à rien. Soyons ces jeunes visionnaires-là, refusons. Merci donc au colonel Amara Camara. Merci, monsieur le porte-parole de la présidence de la République. Avec vous, nous avons su qu'est-ce que le CNRD a pu poser depuis le 5 septembre 2021 et qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cadre de la refondation et des changements que vous souhaitez pour ce pays. Et vous qui nous suivez, merci de votre attention. Soyons la bonne version de nous-mêmes pour mieux accompagner la transition guinéenne. Je dis merci à Mfali Guilabogui de Évasion, merci à Aminata Sangaré de la télévision nationale. Merci à vous aussi qui avez fait le déplacement sur ce plateau spécial. Le dossier de la semaine, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Merci, mon colonel.